Je suis enfin là, on va pouvoir faire cette review du mois de juillet. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Salut tout le monde, c'est Lizefy et ce mois-ci on va parler non pas de 43 films comme la dernière fois, mais on va parler de 8 films. Sachant que dans ce lot de 8 films, il y a un film que j'ai oublié dans ma vidéo précédente, mais surtout, il y a un film que vous devez aller voir. Vous devez aller le voir. J'insiste vraiment parce qu'en fait, c'est le type de film qu'on ne voit pas forcément au cinéma et du coup, on va pas forcément le voir. Il sort pas dans toutes les salles et c'est ça qui fait que du coup, il est pas trop vu. Et pourtant, il faut le voir. Avant de parler de tous ces films, j'aimerais poser quelque chose. Dans ces reviews de films, on va spoiler. En tout cas, la majorité de ce qu'on va parler, on va spoiler. Peut-être pas pour certains films qui sont actuellement au cinéma, notamment aujourd'hui il y a 3 films que j'ai vus au cinéma, mais on va spoiler quand même un petit peu, histoire de ne pas parler dans le vide. Et deuxième chose, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer en commentaire des films que je pourrais aller voir pour ensuite les critiquer dans ces reviews. Bref, commençons ces petites reviews de films, et on va commencer par la liste de Schindler. Ouh, la liste de Schindler, c'est très difficile d'en parler parce que c'est un film qui est beaucoup encensé, c'est un film j'en entends tellement parler depuis des années aussi de ce film, ça fait partie des films qu'on m'a beaucoup survendu, et surtout, ça fait partie aussi des films qui sont extrêmement longs, 3 heures. Plus je regarde des films, moins ça me dérange de voir des films longs, mais il faut avouer que quand même, c'est toujours quelque chose de presque rebutant de se lancer dans un film de 3h15, et qui plus est, en noir et blanc, avec beaucoup de choses compliquées dans ce film, je vais en parler justement. Bref, ce film, j'étais très réticent à le voir, mais il fallait que je le voie pour enrichir ma culture. Et ouais, bon film, ouais. Par contre, je pense pas le revoir. Alors du coup, on va expliquer un peu pourquoi. La liste de Schindler, c'est un film qui parle de la condition finale des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les nazis, avec toutes ces choses-là. Et il y a un personnage qui va essayer de sauver beaucoup de Juifs en les faisant travailler pour lui. Et là, c'est quelque chose qui me gêne un peu dans le film, c'est que ce pitch-là aurait pu être plus court, et au final, en fait, le film dure en longueur parce qu'il rajoute le fait que les nazis les récupéraient, puis Oscar les reprenait, etc., etc. Et c'est un côté qui me gêne beaucoup, c'est le fait que ce soit long, mais moins, je trouve, que La Ligne Verte. Steven Spielberg nous rythme beaucoup mieux dans son récit, on est beaucoup plus happé par ce qui va se passer. Les juifs qui se font tuer à tort et à travers nous touchent, mais nous touchent plus par le choc que par l'empathie, parce qu'on ne connaît pas les personnages, donc c'est toujours très difficile d'avoir de l'empathie dans ces moments-là. Mais c'est un film très intelligent, incroyable dans certaines scènes, la scène où notamment tous les gens sont mis à nu et doivent courir en permanence et tout ça, cette scène fourmille, c'est vraiment le mot, on a l'impression de voir une fourmilière bouger, c'est assez fou. Et l'utilisation du noir et blanc, hein, je voulais en parler un petit peu, je trouve qu'elle est inégale. C'est-à-dire que très souvent, je trouve qu'on utilise le noir et blanc pour que ce soit noir et blanc, et pas forcément pour donner un style. Et là, j'ai l'impression que c'est presque pour dire oh, c'est un truc dit avant, donc on met du noir et blanc. Oui et non. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est très bien utilisé, c'est très bien usité, mais voilà, je suis pas totalement convaincu de l'utilisation du noir et blanc. Après, il y a des gens qui vont me dire oui, mais il y a de la désaturation partielle de temps en temps. Et là, je réponds ouais, mais en ce qui concerne par exemple la fille rouge, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle est saturée. J'arrive pas à la mettre dans le contexte, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à l'interpréter, pourquoi elle est mise en avant. Alors on pourrait se dire que c'est une manière d'attacher vers un personnage qu'on voit mourir après, peut-être, mais il n'empêche que je trouve que ça manque de grosses interprétations et de savoir pourquoi Spielberg nous montre ce personnage en particulier. Après, pour ce qui est des flammes, ça me semble relativement logique, ça a un côté très esthétique et très religieux, et du coup c'est assez fort dans l'histoire. Un côté assez intéressant aussi, c'est qu'au final il n'y a pas de vrais antagonistes. Alors certains pourraient me dire que oui, il y a l'officier allemand blond là qui est un gros connard, mais au final,
il est là qu'une partie du film et je trouve qu'il n'a pas une grosse importance dans toute l'histoire. Et c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas un vrai antagoniste. C'est difficile à dire. Et un dernier point que je voulais aborder, vraiment j'adore parler de ce genre de choses, c'est on m'a vendu ce film comme étant un film où je vais chialer. Et tout le long du film, je me suis dit mais comment veux-tu me faire pleurer avec ça? C'est horrible toujours tout ce qui se passe, c'est impressionnant, c'est horrible tout le temps. Et arrive la scène finale. Et là, la scène finale. Pour ceux qui ne se souviennent pas, la scène finale, Oskar Schindler va jusqu'à sa voiture pour s'enfuir parce qu'il va sûrement se faire poursuivre parce qu'il est nazi. Et il voit tous les juifs autour de lui. Et là, il se dit, il regarde sa voiture, il regarde sa montre, et il se dit, regarde, j'aurais pu en sauver plus, j'aurais pu en sauver 10 avec la voiture, j'aurais pu en sauver 2 avec la montre, et là, et c'est là que ça part, c'est là que tout se déclenche, et c'est fou parce que je pensais vraiment pas avoir d'empathie pour Oskar Schindler, et finalement si. Il est fort Spielberg, il est fort. Bref, la liste de Schindler, je lui ai mis un petit 7. Pourquoi? Parce que c'est un bon film, mais que j'arrive pas à le caler dans les excellents films, parce que pour moi, il a ce côté pas du tout accueillant, pas du tout... voilà. Et surtout, c'est un film que je ne reverrai pas, donc forcément, je ne peux pas lui mettre une note très haute. Ça ne fait pas partie des coups de cœur, ça ne fait pas partie de ce genre de choses. Donc on va passer tout de suite au film suivant. Sixième Sens. Ouh là là, ce film. Oh là 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 là. C'est très difficile de parler de Sixième Sens et surtout je rappelle que dans cette vidéo on va spoiler de manière générale. Enfin ça dépend des films mais en tout cas je vais faire de mon mieux. Mais pour ce qui est des anciens films, je spoil. Mais je vais en surprendre certains. Je n'ai pas été spoilé sur Sixième Sens. Donc j'ai pu le voir d'une bonne manière, on peut dire ça comme ça. Et j'ai trouvé le film bien. Mais pourquoi on en fait tout un plat en fait? En fait je trouve que c'est un film qui est très accessible, qui a son côté très terrifiant parfois. J'apprécie énormément de voir Bruce Willis dans un rôle comme celui-ci, parce que je l'avais vu, en tout cas de mes films que j'avais vus précédemment, il avait fait que des trucs d'action un peu chelous. Et là, il est très intéressant. Et souvent, on vend ça comme le film à pas spoiler, le film où il faut pas dire ce qui se passe à la fin, ou en tout cas, voilà, avec une des meilleures fins du cinéma. Et ma réponse, c'est pas la meilleure fin du cinéma, mais c'est un film qui amène extrêmement bien sa fin, et c'est pour ça, je trouve, qu'il ne faut pas le spoiler. Donc Sixième Sens, je vais pas en parler extrêmement longtemps, je trouve que vraiment parfois il y a des moments très gênants et très bizarres dans ce film qui peut rebuter, mais ça reste un film très accessible, je pense qu'on peut le voir relativement jeune même s'il y a des visions d'horreur, et vraiment j'ai passé un très bon moment devant. Lui en l'occurrence je lui ai mis 8, pourquoi? Parce que c'est un très bon film je trouve, et surtout je trouve qu'il est très facilement revisionnable, oui on peut dire comme ça je pense. J'aime beaucoup une des scènes du film, à savoir quand le petit garçon explique à sa mère ce qui lui arrive, et vraiment je la trouve très touchante cette scène, j'ai presque eu la larme à l'œil sur cette scène, et vraiment ce film je le retiens de par son côté très original, très bien amené, avec un scénario qui tient de bout en bout. On n'est jamais à un moment en train de se dire, enfin en tout cas la première fois qu'on le voit, qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Enfin je parle par rapport à Bruce Willis. Et du coup, ce film n'a peut-être pas la meilleure fin du monde, mais il l'amène d'une manière excellente, et c'est je trouve ce qui est très fort dans ce film. Passons au prochain film, et cette fois c'est le film de Kurosawa du mois, à savoir Qui marche sur la queue du tigre. Qui marche sur la queue du tigre, on m'en parle comme étant un film de Kurosawa chiant, on s'ennuie, etc. Il est de 1945, il a été diffusé que en 1952 parce qu'il y a eu des censures, des machins comme ça. Mais putain, pourquoi on l'aime pas ce film? Il fait qu'1 heure, déjà c'est relativement court je trouve. Et puis surtout, bah, il est marrant, la mise en scène est rigolote, vraiment, il y a des moments où je me dis, j'ai vraiment ri parce que je trouvais qu'il y avait un peu de tension qui montait, donc je trouvais ça cool. Mais je sais pas, on n'aime pas ce film, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, du côté de Kurosawa, c'est peut-être moins bon que d'autres Kurosawa, mais franchement, je trouve quand même qu'on passe un bon moment. Je vais raconter l'histoire. Putain, c'est compliqué en fait de parler de cette histoire. En fait, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont récupérer l'héritage de leur empereur, enfin de leur père du coup empereur,
et ils ne veulent pas se la partager, le frère veut tout, mais il veut surtout aussi que sa sœur reste au château. Je crois que c'est un truc comme ça, hein. Peut-être que des gens vont me reprendre en commentaire, mais il y a très peu de gens qui regardent ces films-là, donc je parle en tout cas dans le vide pour le moment. Sa sœur n'étant pas d'accord, elle veut s'enfuir du château, et pour ça, elle va se faire aider par 7 de ces samouraïs ou de ces Yamaguchi. Ou en tout cas, ils sont déguisés en Yamaguchi pour essayer de pouvoir passer la frontière. Et notamment, les gardes à la frontière sont au courant que les accompagnateurs de cette sœur sont déguisés en Yamaguchi. Donc voilà, faut quand même en parler d'une manière assez étrange, mais du coup, ça fait que lorsqu'ils arrivent à la frontière, ils vont être pris justement pour les gens qui protègent la fille. Et c'est ça qui est assez génial dans ce film, c'est que le suspense est maintenu jusqu'au bout pendant toute une scène qui fait, je crois, presque une demi-heure, je dirais presque, hein, je sais pas. Et ça nous tient aux tripes. On a envie qu'ils y arrivent, et toutes les ruses qu'ils utilisent pour y arriver, c'est super drôle, vraiment. Il y a un personnage très comique dans l'histoire qui est comme ça, à faire des grimaces comme ça, parce que au final, voilà, là ça paraît très con, mais dans le film, ça se pose correctement, c'est bien sympa. Les Yamaguchi font très bien leur rôle, on va dire, à être des moines samouraïs, c'est très intéressant. Et du coup, le chef aussi de la bande les aide vraiment à pouvoir passer en lisant un parchemin vide, faisant croire que du coup c'était une délégation officielle de pouvoir passer et faire des offrandes pour le moine, enfin pour le Bouddha, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Donc Qui marche sur la queue du tigre, c'est un film d'1 heure qui est entièrement, ou en tout cas quasiment entièrement en décor, et ça je trouve ça fou. Alors souvent on le caricature comme étant un film, le film des samouraïs qui jouent assis. C'est pas tout à fait faux, mais ça enlève pas le côté avec beaucoup de tension, comme je le répète, hein, il y a vraiment beaucoup de tension dans ce film. Il y a aussi beaucoup de métaphores et d'interprétations qu'on peut en ressortir à la fin du film, et franchement, ceux qui sont curieux de cinéma japonais d'antan, je vous conseille sincèrement Qui marche sur la queue du tigre. Je trouve que c'est un très bon film, je trouve qu'on y passe un très bon moment, qu'il sait où s'arrêter, même si au final le scénario ne va pas très loin dans l'histoire, vraiment il sait où s'arrêter et nous emporte de bout en bout jusqu'à sa fin. Et vraiment, bravo pour ce film, Akira Kurosawa, je lui ai mis un 8, et je trouve que c'est une note bien méritée parce que je l'aime beaucoup et je vais sûrement le revoir. On passe au film suivant qui est le film que j'ai oublié dans ma vidéo précédente, Tron Legacy. Alors d'abord je vais parler un peu du contexte dans lequel j'ai vu Tron Legacy. Alors il faut savoir que ce film je l'attendais depuis tellement longtemps. À l'époque il est sorti du coup en 2011, février 2011, je crois que c'est ça l'année de sortie de Tron Legacy. Pourquoi je le sais à ce point-là? C'est parce que je suis un énorme fan de Code Lyoko. On en parlera un jour dans une vidéo. Et sur le site Code Lyoko, justement, il faisait beaucoup la pub de ce film. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette fameuse moto qui pouvait faire rappeler la moto de Ulrich dans la série. Et si vous saviez à quel point c'était le film que j'attendais le plus de tous les temps, parce que c'était ultra classe, le teaser vendait du rêve, beaucoup plus que les trailers et au final le film. Qu'est-ce que ça donnait envie, qu'est-ce que c'était ouf. Et au final, je l'ai vu 7 ans plus tard, enfin non 8 ans du coup plus tard, parce que du coup je ne l'ai vu qu'il y a à peine 1 ou 2 mois, un truc comme ça. Et au final, c'est aussi bien que ce que je pensais au niveau de mes attentes, mais c'est un film très moyen par son scénario qui est relativement simple, relativement basique, avec pas forcément de très grosses idées de réa, de ce genre de choses. Les personnages sont plutôt des clichés, sont des personnages qu'on a déjà ressentis dans beaucoup d'autres films, et la seule chose que je trouve absolument géniale dans ce film, qui est pourquoi je l'aime bien sur un certain point, c'est l'inventivité visuelle et les scènes d'action avec les motos. Je dis avec les motos parce que la scène d'action avec l'avion, je la trouve plutôt bof. La scène d'action juste de combat avec les disques, je les trouve aussi plutôt bof. Mais par contre, qu'est-ce que c'est classe avec les motos? Mais alors,
vraiment, c'est tellement classe. Je trouve ça vraiment magnifique en tout point. Il y a vraiment tout cet effet avec des néons, etc. C'est super beau. Et vraiment, c'est un film qui, comme La Tour Sombre, j'ai vu La Tour Sombre l'année dernière, qui, comme La Tour Sombre, mérite d'être plus long. Parce qu'au final, on apprend quasiment rien sur cet univers, et je trouve ça hyper dommage, parce que c'est un univers qui est ultra riche, qui aurait pu nous apprendre beaucoup de choses, qui aurait pu nous faire voyager, et non, finalement, on n'apprend pas grand-chose, on se laisse emporter par une histoire plutôt banale. C'est dommage, ça pourrait être mieux. Comme La Tour Sombre d'ailleurs, c'est le même problème, c'est un film qui aurait pu avoir beaucoup plus d'univers, enfin d'explications d'univers, et de voir un peu plus l'univers, même si j'aime beaucoup ce film, j'en parlerai peut-être une fois. Mais voilà, Tron Legacy, c'est un film que j'aime un peu, mais c'est clairement pas un film ouf. Je lui ai mis un 6 parce que il est pour moi pas mauvais, il est pour moi pas médiocre, il est juste banal avec de l'originalité visuelle et d'action. Et c'est pour moi ce qui sauve le film. Maintenant, on va parler de Valérian. Une seconde. Je déteste viscéralement ce film. Enfin, je sais pas si je déteste ce film ou si je déteste surtout Valérian. Valérian est un sale connard avec qui j'ai envie de mettre des baffes en permanence, avec son forcing permanent envers Laureline. Et Laureline ne rattrape pas du tout ça parce qu'elle est aussi conne que lui, parce qu'au final elle finit avec lui avec le forcing qu'il a fait. C'est trop de la merde, ça m'énerve et... Vraiment, ce film m'énerve, par ce côté-là en tout cas. Il y a d'autres choses qui me gênent beaucoup dans Valérian, c'est que, pareil, c'est un univers qui aurait pu être incroyable, un univers qui aurait pu être génial. La première partie du film nous montre un truc mais incroyable, avec plein de races qui arrivent et qui serrent la main et tout ça. Je trouve ça super intelligent. Après, il y a toute la scène sur la planète Mjoln qui est cool, et l'inventivité visuelle de ce film est tellement inégale. J'ai l'impression, mais sans rire, hein, vraiment, je suis un joueur PC, j'ai l'impression qu'il y a des moments, les graphismes étaient en ultra, et qu'à un moment, ça passait pas, et ils ont dû le mettre en low. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment, il y a des moments c'est très moche, et des moments c'est très beau. Je ne comprends pas, et puis il y a des moments, la scène de fin, enfin le lieu de fin, je suis désolé, c'est un énorme hangar, enfin c'est moche, c'est nul, enfin même scénaristiquement, je trouve que ça passe pas, ça aurait été mieux, je pense, dans d'autres endroits qu'on a vu un peu dans le film, à savoir des conduits, des machins, des trucs comme ça aurait pu mieux passer. Là non, c'est un énorme hangar tout moche, et franchement, c'est pas ouf ça. Et il y a deux incohérences scénaristiques qui me font mettre des claques vraiment. C'est quand ils arrivent sur la cité des 1000 planètes et qu'ils font vas-y fais-moi une mise à jour de ce qui se passe en ce moment sur la cité des 1000 planètes, et au final c'est oh là là, excuse scénaristique pour parler de où sont les races, etc. Vraiment c'est nul, c'est hyper mal amené, même si on découvre de très jolies races partout autour, etc. Et suivi de cette situation initiale qui nous présente tout ça, il y a cette scène où Valérian doit rejoindre un endroit et il lui demande c'est quoi le chemin le plus court. Laureline lui dit tant de degrés vers l'est, je crois, un truc comme ça. Et Valérian lui dit oh c'est chiant, il y a un mur. Ouais mais c'est le plus court que j'ai trouvé. Il met son casque, ça devient un bonhomme et il fonce dans les murs. Et là, en traversant tout droit, il traverse toutes les races qu'on a vues qui sont censées être dispatchées à différents endroits du lieu. C'est tellement incohérent. Les seules choses que je peux retenir de ce film, voilà, c'est le début qui est, je trouve, très intéressant, très joli par certains aspects. Le marché virtuel, enfin virtuel en tout cas dans une autre dimension, qui par moment est très malin, très intéressant, mais qui au final dure longtemps pour rien, parce que le fait que, oulala, son bras ne marche pas pile poil à ce moment-là, c'est bien dommage, franchement, oh là là, c'est vachement dommage. Mais ça reste relativement joli à cet endroit-là, mais putain, Valérian est un con, mais un con infini, c'est impressionnant. Et je ne parle pas des personnages comme Rihanna qui ne servent à rien. Il y a une scène hyper longue où Rihanna danse en permanence, oh là 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 là, elle ne sert à rien cette scène et ça m'énerve.
Donc Valérian, je lui ai mis un 4, je pense que je suis bon public de pas pouvoir lui mettre assez bas, mais je trouve que en fait son univers aurait pu être tellement intéressant avec son inventivité visuelle qui voilà, aurait pu aller très loin. L'humour parfois il vient d'oser je trouve avec les 3 bonhommes, bon je suis peut-être bon public pour ça, mais du coup je lui ai mis un 4. Franchement, je me tâte à lui mettre un 3. À voir. Enfin non, pas à voir de lui mettre un 3, enfin voilà, vous comprenez quoi. Et là, on attaque les films que j'ai vus au ciné. Et le premier film dont je vais parler a eu la note de 10 sur 10. Si, 10 sur 10. Et franchement, je pensais pas en le revoyant que j'allais lui mettre une note pareille. Je parle bien sûr de JSA ou Joint Security Area. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un des premiers films de Park Chan-wook et il est sorti en 2000. Et il est ressorti en version restauration 4K il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai pu aller le voir. Je suis tellement heureux d'avoir pu aller le voir parce que c'était presque compromis. Et je remercie du coup mon ami Rist qui est venu aller le voir avec moi et qui a pris une claque monumentale comme je l'ai prise aussi. Ce film, je l'ai vu il y a 3 ans et je l'avais vu en VF 240 pixels de hauteur. Ouh là là, tu télécharges des films et tout ça. Du coup là on l'a vu dans une salle de ciné toute petite où il y avait à peine 40 places, on était une vingtaine dans la salle, avec l'écran relativement proche, hein, il faut quand même le dire. Et ce film, c'était un des plus grands moments de ma vie. Enfin, cinématographiquement parlant, voilà, faut pas déconner non plus. C'est un film qui montre la situation qui se passe entre le sud de la Corée et le nord de la Corée, notamment à cette fameuse ligne militarisée où les 2 camps se regardent à travers des tours. Et il y a un petit problème, c'est que 2 personnes vont, enfin 2 Sud-Coréens vont se lier d'amitié à 2 Nord-Coréens. Et c'est un problème là-bas, vous savez. Du coup, il y a toute une sorte d'enquête qui tourne autour de tout ça. En fait, le film est décomposé en 3 parties. Une partie enquête qui essaie de placer le pourquoi les gens sont inculpés. Une deuxième partie qui est flashback où on voit du coup leur amitié en permanence. Et la troisième partie qui fait une sorte de mix des deux en essayant de donner des réponses et surtout à montrer à quel point le personnage de O, le sergent O dans l'histoire, est quelqu'un qui a sauvé tout. JSA, c'est un film que vous devez voir. C'est un film qui est décomposé en 3 parties, mais 3 parties tellement bien distinctes, tellement bien foutues, tellement d'idées de réa, notamment les regards caméra qui sont pleins de sens, qui sont utilisés relativement souvent, avec un panoramique qui tourne autour des personnages. Il y a 4 personnages, et les 4 personnages, on a de l'empathie pour eux. C'est impressionnant de faire un film avec autant d'empathie donnée à des personnages. Le personnage de O, comme je le dis, est au final le sauveur de l'histoire, et celui qui va mener de bout en bout tout l'enquête, et qui va faire en sorte que aucun d'eux n'ait de vraie peine. Et ce film m'accroche, ce film m'a tenu dans mon siège, ce film m'a crispé comme on m'a rarement crispé, et je pense notamment à différentes scènes comme la scène où on lui explique que c'est pas possible qu'il avait tant de balles dans son chargeur au moment où il a tiré. Cette scène-là, c'est tellement plein de tension, tellement à se dire « Oh putain, elle va trouver !» Et en fait, elle a raison, et lui, il ne dit rien au final, et à ce moment-là, il y a le truc qui nous ramène vers le suicide de l'autre personnage. C'est incroyable ce film, vraiment. J'ai l'impression de l'expliquer extrêmement mal, mais c'est tellement fou ce film, j'adore ce film. Et le film fait passer du rire aux larmes en tellement 2 secondes. Il y a une scène dans le cinéma où on était tellement avec les personnages qu'on riait à leur manière. Je spoil un petit peu, à un moment les personnages se crachent dessus à travers la ligne, et ils crachent au début un tout petit peu, puis au final ils se touchent, puis au final ils recontinuent, et leur visage dans l'histoire sourit de plus en plus et se retiennent de rire. Et c'est ce qui se passait dans la salle aussi, c'était que voilà, ça se retenait de rire, et au bout d'un moment ça touchait carrément le visage du personnage, et là on ne peut pas s'empêcher de rire, toute la salle était morte de rire, c'était impressionnant. Et le passage de la scène finale où le personnage lâche un gros P en faisant un gros mouvement, et du coup on est hyper heureux et on rit dans cette scène,
qui du coup emmène juste après vers la scène la plus tragique. Et ah putain c'est fort ce que fait Park Chan-wook. Ah c'est vraiment fort. Donc clairement JSA c'est un film qui se hisse vers mes films préférés. Et du coup vraiment je vous encourage à le voir. Voyez-le en VO, non pas que la VF soit mauvaise, je l'ai vu plusieurs fois cette VF et je la trouve pas forcément mauvaise, mais c'est juste que le côté, le jeu des acteurs coréens, je trouve, est quelque chose de très fort, avec des expressions tellement fortes au visage qui nous emportent à fond. Et vraiment, ces acteurs sont bons dans ce film, très bons. Donc, voyez JSA. Deuxième film que j'ai vu au cinéma, donc là ça va être 2 films de 2018 qui sont actuellement au ciné, en tout cas si je traîne pas à poser cette vidéo. Les Indestructibles 2. Alors, j'attendais ce film depuis tellement longtemps parce que je suis un extrême fan du premier, je trouve que c'est un des meilleurs films Pixar qui a jamais été fait, un des plus adultes aussi, et bah c'était juste bien. Non, je vais expliquer un peu plus, nuancer un peu plus. En fait c'est presque aussi bien que le premier, je trouve que l'action du film, les chorégraphies de tout ce qui s'y passe sont incroyables, Elastigirl est incroyable, le film est drôle aussi, il y a des moments c'est vraiment très drôle, je pense notamment au running gag du ils ont changé les maths, vraiment ça me fait rire, je sais pas pourquoi mais ça me fait beaucoup rire parce qu'on dirait que c'est une phrase que mes parents m'ont sorti un jour. Mais il y a quelque chose qui est relativement gênant je trouve dans le film et ça se tient en 2 choses. La première c'est Jack, c'est un comic relief qui je trouve ne sert pas à grand chose, enfin en tout cas si il sert à quelque chose mais qui au final est juste là pour faire rire des enfants etc. et que je trouve n'est pas forcément très utile. Sauf le combat du raton laveur qui m'a beaucoup fait rire. Et il y a un autre côté, et c'est pour ça que je parlais de spoil dans la vidéo, qui me gêne beaucoup, c'est le côté scénaristique du film. En fait c'est un scénario que je trouve qu'on a déjà vu, et que du coup j'ai compris dès qu'on a la première scène du méchant. J'ai tout de suite su qui était le méchant à partir de cette scène, et c'est bien ce qui me gêne, c'est que le scénario est un peu trop convenu, on est un peu trop rapide, on comprend un peu trop rapidement quel est le méchant de l'histoire, et c'est bien ce qui est gênant je trouve dans ce film là. Mais après il y a toujours les scènes un peu espionnage du film, un peu infiltration que j'aime beaucoup, je trouve que c'est des scènes qui sont vraiment très fortes. Par contre, ils devraient annoncer dans les salles de cinéma que les épileptiques ne devraient pas rentrer voir ce film parce qu'il y a une scène vraiment qui peut faire des crises épileptiques à des gens, j'en suis persuadé. Et par contre, je suis extrêmement content de voir Frozone beaucoup plus impliqué dans le film parce que c'était un des personnages que j'adorais dans le film précédent. Et vraiment, Les Indestructibles 2, très bon film qu'il faut voir, film qu'il faut apprécier, mais qui malheureusement n'atteint pas le côté vraiment à fond du premier film. Et je suis un petit peu déçu du doublage français, et là les gens vont dire Louane, non, pas Louane, parce que je trouve que Louane, même si elle est parfois en sous-jeu, je trouve, s'en sort plutôt bien, franchement elle incarne plutôt bien Violette, je trouve, en tout cas plus que Laurie, je trouve. Mais c'est plutôt du côté de Bob que je suis un peu déçu, mais en même temps, le comédien de doublage est mort du premier film, donc en même temps c'est normal qu'il fallait changer la voix. Mais c'est dommage, il incarne bien, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup cette voix très rauque du premier personnage, enfin du premier comédien de doublage. Enfin bref, c'était bien. Allez le voir, vraiment, vous allez passer un très bon moment. Je lui ai mis un 8, et sincèrement, je trouve qu'il le mérite. On va passer du coup au film dont je vous ai parlé au début de la vidéo, à savoir celui que vous devez aller voir. Vraiment, j'espère qu'il est encore dans vos salles de ciné. Franchement, trouvez un moyen d'aller le voir, et avec un son incroyable, parce qu'aujourd'hui, on parle de The Guilty. The Guilty, c'est un film de ouf. Le film fait 1h24 et pourtant c'est fou ce film, c'est vraiment impressionnant. Pour vous dire à quel point j'en parle pas à la légère, je suis sûr et certain qu'un jour on en parle dans les écoles de cinéma. Et je ne dis pas ça à la légère, je le pense sincèrement. Je vais expliquer un peu ce que c'est ce film. En fait, c'est l'histoire d'un policier qui s'est fait muter au 112 parce qu'il a fait une faute professionnelle et que du coup, en attendant, il est muté du coup dans cette opération-là. Il va recevoir l'appel d'une femme qui s'est fait kidnapper par son ex-mari et tout le film, je dis bien tout le film, va tourner autour du fait
qu'il passe des coups de téléphone pour faire avancer l'enquête. Alors, chez certains, ça peut paraître complètement chiant, et chez d'autres, qui auront compris pourquoi c'est intelligent, trouveront que c'est du génie. Je pense sincèrement que toutes les personnes qui vont aller voir ce film vont s'en souvenir pendant très longtemps. Parce que c'est un film qui vous fait travailler tellement votre imagination, vous emporte tellement dans son intrigue avec les appels qui sont d'une force au niveau du doublage, enfin c'est pas du doublage, du voice acting, et vraiment on est emporté dans toute cette histoire. Et quand je dis qu'il faut écouter avec du bon son, c'est qu'il y a des scènes notamment que je retiens, c'est presque vers le début, où le mec met un cachet effervescent dans son verre. Et vous avez déjà vécu ce moment où vous avez tellement mal au crâne que vous regardez votre verre comme ça, et vous attendez que le cachet effervescent passe, et vos oreilles se bouchent et n'attendent que le cachet effervescent fasse effet. Et là, à un moment, paf, il y a quelqu'un qui vous parle, et vous entendez tout de suite tout d'un coup. Et c'est ça qui se passe dans ce film. Quand vous avez un très bon son, vous pouvez totalement ressentir tous ces aspects sensoriels de cette histoire. Et à chaque fois, à chaque coup de téléphone, on entend aussi, bon c'est ça, il y en a qui pourront dire c'est pas très réaliste, mais du coup à travers le téléphone, on entend un peu l'ambiance de tout ce qui s'y passe, on entend la pluie, on entend les voitures qui passent, on entend toutes ces choses-là, et du coup, on imagine totalement, mais vraiment totalement, tout ce qui se passe pendant les scènes, tout en voyant une image d'un acteur complètement délirant et complètement fou et qui est génial. Vraiment cet acteur, Jacob je sais plus quoi, nous offre un jeu d'acteur mais qui nous emporte, enfin c'est impressionnant ce film, j'arrête pas d'en parler, j'en parle tout autour de moi parce que ce film m'a scotché. Ce film, je trouvais que j'ai jamais autant pensé et imaginé des scènes que dans un film pareil. Autre que dans un livre, je pense que les littéraires vont beaucoup se retrouver dans ce film, parce que c'est le même principe, on est là, on lit quelque chose, du coup on imagine ce qui s'y passe, et là c'est tout à travers le son qu'on imagine tout ce qui s'y passe. Le jeu de la lumière aussi de ce film est ouf, il y a toute une scène quasiment dans le noir avec juste une lumière rouge où le personnage a du coup avec les ombres des énormes cernes qui sont marquées comme si justement il s'était complètement épuisé. Et le film est tellement bien écrit, on n'est pas... Enfin, on ne trouve pas tout de suite l'aboutissant de l'histoire, comme par exemple les Indestructibles 2 dont j'ai parlé avant. On est tout emporté de bout en bout correctement. On suit l'histoire du kidnapping et on suit le pourquoi le personnage est muté au 112. Et on est à fond dans ces deux personnages, notamment la femme qui se fait kidnapper et Asgard. Et ça, franchement, c'est fou de nous faire emmener à ce point dans une histoire, à nous emmener à ce point dans une intrigue qui nous rend mais totalement imaginatif. On pense à tout, j'arrête pas de parler d'imagination parce que ça c'est vraiment le cœur du film. Et vraiment, il y a une scène dont je me souviens où le son passe du son téléphonique au son normal, comme si on faisait juste du voice acting sans modification sonore. Et c'est une scène où Iben fait une sorte de monologue. Et je ne sais pas pourquoi, je sais plus, enfin, j'arrive vraiment pas à me souvenir du plan, à quel point ce plan m'a hypnotisé, enfin ce moment m'a hypnotisé. Ce plan, je le voyais complètement noir et j'écoutais juste ce que disait le personnage. Enfin non, du coup je lisais les sous-titres, mais j'essaie de vous faire comprendre que du coup le moment était tellement hypnotique que j'avais une impression qu'on m'écrasait, qu'on m'enlevait toute l'image, enfin je me souviens pas du plan et du coup si ça se trouve pour de vrai l'image s'assombrissait, peut-être c'est possible, et du coup j'étais totalement emporté dans ce film. Donc vraiment ce film il faut aller le voir, je persiste à croire sincèrement que ce film on en parlera dans les écoles de cinéma et vraiment c'est un exemple et une expérience auditive et visuelle incroyable. Donc vraiment, Gustav Mahler, c'est son premier film, en tout cas c'est ce que j'ai vu, comme quoi c'était son premier film. Et vraiment,
bravo, c'est un film impressionnant. Bon, on a fini les critiques de ce mois de juillet. Le mois d'août, je ne sais pas tout à fait encore ce que je vais regarder. Ce que je sais, c'est que pour le moment, en tout cas à l'heure où j'ai enregistré cette vidéo, j'en ai déjà vu un. N'oubliez pas de me poser en commentaire des films que je pourrais voir, que vous aimeriez que je chronique. Et je verrai du coup un jour, dans tous les cas, les films dont vous me parlerez. Parce que justement le but c'est que je découvre plein de films et que du coup je vous en parle pour vous donner mon ressenti et tout ce que je peux dire de relativement objectif sur certains films tout en donnant ma subjectivité. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez pas trouvée trop longue, j'ai l'impression d'avoir énormément parlé dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans pas très longtemps, je pense qu'il y a des vidéos qui vont arriver peut-être pas dans le mois d'août, parce que le problème c'est que le mois d'août, en ce moment, je suis en plein déménagement, et du coup, c'est peut-être, je dis bien peut-être, la dernière vidéo que vous verrez tourner dans ce décor, mais je vous remercie énormément d'avoir accueilli ma vidéo précédente autant que ça. Ça peut paraître pas beaucoup, mais vu mes stats habituelles de mon ancienne chaîne, je suis extrêmement content de tout cela. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater les autres vidéos et aussi de lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans pas très longtemps du coup. Et moi du coup j'ai qu'à vous dire, salut!